Bon, bonsoir. Merci à tout le monde, à tous ceux qui participent à cette rencontre. Merci en particulier à Berence Lequen et Cécile Bouex qui ont accepté notre invitation. Nous essayons depuis maintenant 2 mois de reprendre un peu le travail sur les Hurriya par Zoom. Donc nous avons aujourd'hui cette séance, nous aurons une la semaine prochaine avec Justine Augier, Catherine Koukio et Ziad Majed. Ziad Majed est toujours dans ma tête. Et Yassine Hassan. Et puis nous aurons aussi, j'espère, 2 rencontres au mois d'avril. Cette séance porte donc sur les images, ou plutôt sur les usages de l'image, aussi bien par la révolution que par la contre-révolution en Syrie, durant les 10 dernières années. Elle se justifie politiquement par l'importance décisive, à mon avis, du témoignage vivant dans la confrontation des récits à propos du soulèvement et par nos efforts conjugués contre l'impunité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis par le régime, et par aussi une certaine tendance à la normalisation diplomatique et ou économique avec lui. Je tiens à signaler parmi ces efforts, en ce moment, l'exposition des gravures et des dessins de l'artiste syrien Najah al-Buqa'i à la galerie Fait et Cause, accompagné d'un livre catalogue qui contient 30 gravures et dessins de Najah et les textes qu'ils ont inspirés à 25 auteurs de différents pays du monde. Vous pouvez vous procurer ce livre, soit en librairie, soit par souscription. J'ajoute un autre événement important, c'est la présentation par le MUSEM à Marseille des archives exceptionnellement riches de la mémoire créative de la révolution syrienne. Et vous pouvez suivre ce travail, ainsi qu'un débat fort intéressant auquel a participé l'animatrice de ce travail, qui est notre amie Sana Yazji. Vous pouvez le voir sur YouTube et sur Facebook. Nous voudrions aujourd'hui, avec cette séance, contribuer aux réflexions de fond, analytiques, théoriques, sur les grammaires des images venues de Syrie, grammaire selon le terme utilisé par Cécile, et leur trajectoire, leur destinée, ces images qui sont au cœur de la mémoire collective syrienne. Alors, vous connaissez nos invités, je les présente rapidement. Garance Lequen, journaliste indépendante, auteur du célèbre Opération César, au cœur de la machine de mort syrienne, auquel nous avons déjà consacré une séance à sa sortie en 2015, séance qui était particulièrement émouvante. Cécile est maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'une thèse et d'un livre sur le cinéma syrien, qui publie en coédition, non, plutôt qui co-dirige un livre collectif qui paraîtra aux éditions du CNRS, je crois, au mois d'avril, toujours sur les images en Syrie, et qui a écrit plusieurs articles sur le thème de la vidéo dans la révolution syrienne durant les dernières années. Donc, c'est à vous d'abord, donc, Garance, vous avez une vingtaine de minutes. Un tout petit peu plus c'est nécessaire, mais pas beaucoup, pour qu'on puisse discuter après. Et je donnerai la parole ensuite à Cécile
Je précise que nous devons terminer à 18h30. Alors, Garance, à vous. D'accord, merci Farouk et merci à tout le monde d'être là ce dimanche après-midi. Donc, je vais d'abord vous parler de César. Je pense qu'il est devenu une personnalité assez connue, mais je vais peut-être juste redémarrer un peu, j'ai envie de dire les bases, savoir qui il était. Il était donc photographe de la police militaire à Damas, à Kaboul, dans le QG de la police militaire. Et avant la Révolution, il était chargé avec son équipe de photographier les soldats décédés en opération, suicide, meurtre, pour remplir des fiches pour la justice militaire. C'est important de se rappeler ça parce qu'en fait, ça va expliquer en partie pourquoi il a été amené à photographier des cadavres de détenus. Il y avait donc une routine avant la Révolution et quand la Révolution démarre, donc en mars 2011, un des photographes de son équipe est appelé à l'hôpital Teshrin pour aller photographier de ce qu'ils vont comprendre plus tard comme étant des manifestants de Deraa, donc tués pendant la répression de cette manifestation. Et puis, ils vont être appelés de plus en plus souvent à aller dans la morgue de l'hôpital Teshrin, qui est une petite morgue dans cet hôpital qui était quand même très connu, où beaucoup de gens passaient, beaucoup de malades, beaucoup de médecins. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont s'apercevoir que les personnes qui sont chargées de photographier sont des détenus, visiblement morts sous la torture ou de faim, et les cadavres ne présentent que des numéros. La majorité d'entre eux, enfin 3/4 d'entre eux, sont nus ou en sous-vêtements. Beaucoup ont perdu du poids, il y a des traces de torture, de nombreux hématomes, certains ont la peau brûlée. Il n'y a pas de signe forcément évident d'une mort brutale. Donc, César et son équipe est chargé de photographier ces cadavres et devant cette nouvelle tâche, cette nouvelle routine particulièrement terrible, il se confie à son meilleur ami Sami, qui lui est un activiste qui a déjà publié des vidéos de manifestations. Il lui dit qu'il veut déserter et Sami parle avec lui et lui dit qu'en fait il faut qu'il reste. Ils se disent qu'en fait ces photos, s'ils copient ces photos, une première idée est de pouvoir prévenir les familles que leurs proches sont décédés, puisque on sait qu'en Syrie, quand vous êtes arrêté de manière arbitraire, vous disparaissez, notamment quand vous êtes envoyé dans des centres de détention, vous disparaissez totalement et vous pouvez réapparaître quelque part à la surface quand vous êtes envoyé en prison. Mais quand vous êtes détenu dans les centres de détention, vous êtes totalement... il n'y a aucun signe de vie et vos familles ne sont pas du tout au courant. Donc Sami et César se disent qu'en copiant ces photos, ils pourraient prévenir les familles. Et puis, ils comprennent aussi que ce sont des preuves des crimes du régime. Et donc, pendant 1 an et demi, 2 ans, César va rester à son poste et régulièrement va sortir sur des petites clés USB toutes simples des copies de ces photos. Et à l'été 2013, il est exfiltré parce que sa situation devient vraiment intenable. Et il se retrouve avec un dossier de 53 000 photos et quelques, et dont une grosse partie, 28 700, représenteront, ils les compteront plus tard, représenteront 6 786 détenus. Ce dossier César, ou certains disent le rapport César, est totalement unique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de collecte de telles preuves de crimes, visiblement contre l'humanité. Elles sont uniques parce qu'elles montrent de la cruauté, par les preuves qu'elles apportent. Et ces clichés, grâce au courant national syrien, ce parti politique va faire le tour du monde et des chancelleries. Elles vont apparaître publiquement la première fois en janvier 2014 à Paris. Elles vont être montrées à Genève au moment des négociations de paix en janvier 2014. Elles vont être montrées également à l'ONU au printemps 2014. Il va y avoir des expositions aux États-Unis, en Europe, dans des musées. Pendant les années qui vont suivre. César lui-même va témoigner au Congrès américain en août 2014. Avec Sami, ils vont aller à Westminster en 2018, au Parlement européen également en 2018. Mais pendant toutes ces années, il y a comme un silence en fait assourdissant de la communauté internationale et un silence qui est
vraiment incompréhensible pour Samy et César, parce que en fait, par rapport à toutes ces vidéos sur lesquelles d'ailleurs a travaillé Cécile, ces vidéos d'amateurs, ces films de personnes qui se sont filmées pendant les manifestations, qui sont des vidéos tremblantes, entre guillemets, pas professionnelles, là, ils apportent des documents officiels, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas, alors qu'au même moment, en Syrie ou à l'extérieur de la Syrie, notamment parmi les réfugiés syriens en Europe, les familles scrutent ces photos, puisque les portraits de ces personnes décédées sont diffusés sur un site internet. Les familles les scrutent pour essayer de retrouver leurs proches. Mais en Occident, alors quand je dis en Occident, j'ai envie de dire nous, les Occidentaux, quelque part, on ne les voit pas, c'est cliché. Peut-être parce qu'elle en fait, elle sidère, elle nous force à détourner le regard, parce que en fait, ces clichés, quelque part, sont inhumains. On a l'impression qu'ils sont sortis, qu'ils sont hors du temps. Et quand on les regarde, on a l'impression de basculer dans un autre monde. Ces photos, elles sont visibles et elles sont invisibles, dans le sens où en fait, elles ne sont pas croyables. Elles sont incroyables, mais dans le sens non croyable. On n'arrive pas en fait à... Quand on les voit, au départ, on se réfère au passé. Ces photos nous rappellent le système nazi, nous rappellent les Khmers. On a besoin en fait de se référer à quelque chose qu'on connaît. Et du coup, en se référant à ces machines de mort passées, on les déporte en fait et on oublie qu'elles sont d'aujourd'hui. Mais en fait, elles sont en couleur, ces photos. Elles sont en couleur, elles sont d'aujourd'hui et elles sont même dans ce moment, puisque à chaque fois qu'on les regarde, on sait en fait que les tortures continuent là-bas au même moment et que les crimes se poursuivent. Donc, il y a une sorte d'articulation temporelle qui est compliquée, que même moi, parfois, je n'arrivais pas forcément à articuler d'une façon pas normale, mais d'une façon réfléchie. Peut-être parce que ces hommes, en fait, qui sont sur ces photos, on a l'impression qu'ils viennent de nulle part, qu'ils viennent de quelque chose qui est invisible, et ils viennent des bas-fonds, en fait, des centres de détention, d'un endroit qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais mais ça on en reparlera plus tard, jusqu'au dessin de Najar, en fait. Là, on verra vraiment ce qu'il y a dans ces centres, comment ça se passe dans ces centres de détention. Mais avec les photos de César, ces détenus viennent d'un endroit qui n'existe pas, en fait. Et même quand les survivants de ces centres de détention ont commencé à parler, quand ils ont commencé à raconter, il y avait une difficulté à les entendre. J'ai envie de dire les entendre vraiment. Si un jour on peut les entendre vraiment, même, moi je pense qu'on ne peut pas entendre entièrement, mais au moins de faire un premier pas vers eux et d'écouter, parce qu'en fait ça fait peur, un survivant, c'est quelque chose, ils arrivent un peu d'un endroit, un peu un entre-deux, entre la vie et la mort. Et surtout pendant ces années 2014, 2015, 2016, on a beaucoup entendu la parole des victimes de Daesh, beaucoup plus que celle des victimes du régime, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus simple de voir, d'entendre des victimes de gens qui ne nous ressemblent pas. À nouveau, je me place dans la position de l'occidentale, et je suis une pure occidentale. Alors que c'est beaucoup plus compliqué d'entendre un témoignage de crime d'un régime tenu par un homme, quelque part, qui nous semble, qui est en costume, cravate, qui est marié à une femme qui a les cheveux courts, qui ne porte pas le voile, qui a été surnommée la rose du désert par Vogue. Donc, il y a eu cette difficulté. Et il y a une autre difficulté aussi qui a joué contre ce dossier au départ, c'est l'invisibilité aussi de Samy et César eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que eux, à chaque fois qu'ils se déplaçaient avec leur dossier dans certaines capitales occidentales, ils ne pouvaient pas apparaître, ou ils apparaissaient dans des petites pièces avec juste quelques personnes. Donc leur invisibilité forçait en fait à renforcer l'invisibilité de ces photos. Et ça allait vraiment dans le sens du régime, de rendre invisibles les Syriens, détenus ou pas, puisqu'on sait que le régime a tenté d'empêcher la parole, d'enterrer la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, cette volonté de détruire en fait les rêves, les humains, les pierres, puisque le corps en fait que le régime tue ou assassine
à travers lui, c'est toute la société, c'est sa façon de vouloir que la société se soumette entièrement à lui. Et c'est contre tout ça que le dossier César s'est battu, en fait. Puisque ce que je disais au départ, c'est qu'ils ont volé ces photos pour faire entendre la voix des détenus, pour faire remonter la voix des centres de détention, pour redonner une identité à ces personnes-là, pour qu'elles soient à nouveau visibles. Puisqu'il y avait cette volonté que les familles sachent ce que sont devenus l'être avec qui elles ont vécu, qu'elles ont aimé, avec qui elles ont ri, elles se sont disputées. Puisqu'on sait que les disparitions forcées, c'est quelque chose qui est inimaginable. C'est comme une sorte de vertige, c'est quelque chose qui n'a jamais de fin, une disparition. Donc, c'est très compliqué de se construire et d'avancer dans la vie quand vous avez un de vos proches qui a disparu. Et donc, une des raisons de l'existence de ce dossier, c'était de rendre à nouveau visibles ces hommes, ces cadavres numérotés, à travers le chemin de la justice. Mais ce chemin de la justice, on le sait aussi, a été extrêmement compliqué, puisque la justice internationale est paralysée par le jeu de la diplomatie. Puisque la Syrie peut pas, puisqu'on ne peut pas saisir la CPI, la Syrie ne fait pas partie du statut de Rome. Donc, pour saisir la CPI, il faut une résolution du Conseil de sécurité où la Russie est membre permanent et à chaque fois émet des vétos. Donc, il y a eu un moment une possibilité de saisir la justice au niveau national. Et cette possibilité, les Syriens l'ont prise à bras le corps et se sont engouffrés dans cette voie. Et on sait que le dossier César, en fait, est devenu une sorte de pièce, un élément central, en fait, de toutes ces procédures. Il y en a maintenant au moins, je crois, une dizaine en Europe. Et le dossier César lui-même est venu renforcer les enquêtes structurelles lancées dès 2011 par le parquet fédéral allemand, en 2013 par le parquet français. C'est un dossier qui est absolument essentiel. Et ce qui est aussi... c'est là où il y a eu une sorte d'avancée. Ce dossier a atterri à Koblenz, donc dans ce tribunal en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, où a été ouvert le procès de Eyad El-Harib et Anwar Aslan, procès donc ouvert en avril de l'année dernière. Et ce qu'ont fait les Allemands, le parquet allemand, est quelque chose pour moi qui est, je ne vais pas dire aussi important que l'exfiltration des photos, mais c'est un moment, je pense, capital dans ce dossier, c'est que M. Jasper Kling, le procureur fédéral allemand, a demandé une analyse de toutes les photos, donc des 28 700 photos. Pendant au moins 2 ans, un laboratoire indépendant, un médecin légiste et son équipe ont analysé une à une ces photos. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'effectivement, ces analyses ont été extrêmement compliquées, puisqu'un médecin légiste est habitué à analyser un cadavre d'une mort où il trouve des raisons à cette mort, mais quand ils analysaient ces photos, en fait, ils ne voyaient pas de cause de la mort et ils ne voyaient pas de sens, quoi. Donc, ça a été un travail très compliqué pour eux. Mais ces analyses, en fait, elles ont été racontées au procès de Koblenz en octobre dernier, parce qu'en fait, 400 photos du dossier de César montrent des détenus de la branche 251 où travaillaient Eyad El-Harib et Anwar Aslan. Et en fait, le médecin légiste, Marcus Rothschild, a décrit ces analyses. Et c'est comme si, en fait, ces analyses ont permis de révéler en fait la dissimulation du régime. C'est comme si ces analyses ont amené le dossier César au point final, à la plus haute autorité, là où le dossier César pouvait vraiment arriver, et ces photos ont été regardées à s'en trouver mal par certaines personnes, puisqu'elles étaient projetées en grand écran, parce que le médecin essayait de raconter les sévices que ces personnes
ont pu subir ou ont subi. Mais ce que je trouve extrêmement important, c'est que grâce à ces analyses, c'est vrai quand on regarde ces photos, de premier abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit la barbarie, on voit le sang, on voit les tortures. Et ça nous amène à les pousser, ces photos, ça nous amène à détourner le regard. Mais en fait, si on les regarde vraiment, en écoutant même les analyses du médecin légiste, si on pose notre regard sur ces photos, on voit vraiment ces hommes. Et on peut dépasser ce sang, on peut dépasser ces marques rouges. Et du coup, on ne détourne pas le regard. Et on les regarde à nouveau. Et là, on voit les hommes. On voit les hommes et on imagine leur vie. Et je pense que c'est une façon de leur redonner une visibilité, de leur redonner une identité, même si pour beaucoup, on ne sait pas qui ils sont. Mais c'est une certaine façon de leur offrir une place, de leur offrir un endroit où reposer, où se reposer. Ouais. Voilà. Merci, Garance. Vous avez témoigné vous-même à Coblence? Oui, ouais, j'ai témoigné ouais. En octobre. J'ai témoigné, c'était très stressant au départ, enfin, à l'idée d'y aller. Et en fait, je pense que j'ai compris un tout petit peu ce que voulait dire témoigner, en fait. Et j'ai compris je pense que j'ai un peu mieux saisi. Et j'ai cette chance-là, et je remercie le procureur de m'avoir fait venir. Je pense que j'ai saisi, j'ai effleuré l'idée de justice, de ce que peut entraîner la justice, parce que je pense que ça vaut, enfin, en tout cas pour moi, ça vaut les 4 ans de thérapie. C'est de déposer là, de raconter en fait, mais pas que les photos de César, de raconter aussi ma vision de la Syrie et ses disparitions et ses absences. Je pense que c'est une façon aussi de déposer et ça fait un bien fou, quoi. C'est vrai que c'est égoïstement, ça fait un bien fou et ça donne de la force pour continuer. Ouais. Merci beaucoup, Garance. Nous reviendrons certainement avec nos amis présents sur votre intervention, qui poseront certainement des questions. Et je passe la parole à Cécile. S'il vous plaît, Cécile, vous pouvez ouvrir votre micro et votre vidéo. Voilà. Oui. Allez-y. Merci Farouk pour l'invitation. Alors moi, je pourrais pas vous parler de tous les usages et toutes les grammaires de la vidéo depuis le début de la Révolution, mais je vais plutôt axer mon propos sur une catégorie très spécifique de vidéos qui vient de l'intérieur de l'appareil répressif pour faire justement écho aux images de César et à certains de ces enjeux. Et donc, je vais vous parler des images de torture qui ont été fuitées sur YouTube dans des conditions très différentes de celles de César. Donc, alors, il s'agit de vidéos qui ont été filmées par des soldats de l'armée syrienne ou des membres des services de renseignement. Donc, c'est très important. Ce sont des gens, pour la plupart en uniforme, qui font vraiment partie de l'appareil sécuritaire. Ce ne sont pas des miliciens, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et contrairement aux photos de César, ces vidéos ne font pas partie d'un dispositif bureaucratique. Elles ont été filmées avec des téléphones portables pendant les actes de torture. Alors, l'existence de ces vidéos et la façon dont elles ont circulé posent plusieurs questions auxquelles je vais essayer de donner quelques éléments de réflexion pendant ma courte présentation. Donc, pourquoi ceux qui infligent la violence filment ? Comment ces vidéos parviennent ou ne parviennent pas jusqu'à nous? Et qu'est-ce que ces vidéos, dont beaucoup sont encore en ligne aujourd'hui, nous disent de l'impunité des bourreaux? Alors, contrairement aux vidéos d'exécution de l'État islamique, que vous connaissez tous, qui ont été largement diffusées et commentées par les médias, les vidéos de torture et d'exécution qui sont filmées par des soldats de l'armée syrienne sont beaucoup moins médiatisées, alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses.
Évidemment, il est impossible de les quantifier de manière précise puisque YouTube n'est pas un site d'archives. Voilà, tous les jours, des vidéos apparaissent et disparaissent. Mais si on veut en donner une estimation, on doit approcher le millier de vidéos. Alors, ces vidéos de torture, elles ont émergé sur YouTube autour de mai 2011, c'est-à-dire quelques mois après le début de la Révolution. Et elles sont apparues sur YouTube sous un titre très particulier qu'on retrouve presque à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est par ce moyen que moi, je les ai recherchées, qui s'appelle « vidéos fuitées », Musarrab en arabe. Et ces vidéos, elles ont été principalement mises en ligne entre 2011 et 2013. Et à partir de 2014, on en trouve de moins en moins. Alors, évidemment, au départ, ces vidéos, elles ne sont pas censées être diffusées publiquement. Mais elles ont été mises en ligne par des groupes d'activistes pour justement documenter et dénoncer la violence. Alors, les manières dont ces vidéos sont récupérées sont diverses. Soit elles ont été monnayées, en fait, elles ont été achetées auprès de militaires, ou alors, on peut l'imaginer, elles ont été directement prises en fait, sur des portables de soldats ou de membres de services de renseignement lorsqu'ils ont été capturés ou tués. J'ai vu aussi un cas où, dans la légende de l'une de ces vidéos, il était indiqué que c'était la femme d'un officier qui avait envoyé, donc qui avait volé cette vidéo et qui avait envoyé cette vidéo à un activiste. Donc, ces vidéos, elles ont émergé sur la toile parce qu'elles ont été d'abord saisies par le camp de l'opposition. Mais on peut tout à fait aussi supposer, et d'ailleurs Yassine Haj Saleh l'a fait dans un article sur ces vidéos et sur la violence en général, on peut tout à fait imaginer en fait que le régime a encouragé ce genre de fuite pour terroriser la population, mais aussi bien sûr pour attiser la violence. Et de fait, aucune mesure n'a été mise en place pour contrôler cette pratique qui était largement répandue au sein des différents appareils répressifs. Donc, ici, on a affaire à une diffusion qui est semi-clandestine sur Internet et qui est tolérée, voire encouragée par le régime. Et donc, ces vidéos-là, elles s'adressent à un public, entre guillemets, majoritairement syrien. Et ce régime de visibilité restreint, il s'explique aussi par la nature des images elles-mêmes, puisque ce sont des vidéos très amateurs, la résolution est très faible, et évidemment, ces vidéos ne sont pas traduites, donc ce sont des images vraiment brutes, sans filtre, assez opaques. Et ce sont, si vous voulez, c'est l'extrême inverse des images, des vidéos de l'État islamique, des vidéos d'exécution, qui sont, elles, extrêmement travaillées, extrêmement mises en scène, parce que justement, ces vidéos, elles s'adressent à la plus grande audience possible. Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à partir de 2014, donc moment où les vidéos fuitées amateurs commencent à disparaître de la toile, justement, c'est l'instauration du califat et les vidéos de Daesh vont totalement invisibiliser la violence qui s'exerce par le régime syrien contre sa population. Donc, ces vidéos amateurs, qui sont filmées par des membres de l'appareil répressif, procèdent d'un régime de visibilité qu'on peut appeler vraiment local, syrien, parce qu'elles sont en arabe, parce qu'elles sont de faible qualité, à la limite parfois de la visibilité, et elles sont donc difficilement accessibles à une audience extérieure. Et donc, ces vidéos, elles font état d'une violence qui s'inscrit dans une sorte de transaction intime entre le régime et les civils. Alors, ces vidéos, qu'est-ce qu'on peut y voir dans ces vidéos surtout prises, en fait, moi je les ai analysées, donc j'en ai vu beaucoup en fait. Et ces vidéos, elles montrent l'intensité, la diversité et l'ampleur des violences exercées contre la population civile, engagée ou soupçonnée de l'être dans la révolte, une révolte qui est niée par le régime et qui considère ses protagonistes comme des terroristes. Et ces vidéos, en fait, elles vont documenter, malgré elles, un vaste répertoire de sévices, d'insultes, de techniques de torture et de mise à mort. Et ce qui est très perturbant aussi, c'est de voir, d'entendre les bourreaux en action,
c'est de constater en fait la désinvolture, la haine, mais aussi l'euphorie devant la souffrance et l'humiliation des victimes, qui sont pour la plupart, encore une fois, des civils. Et ce qu'il faut souligner encore, et je répète, hein, c'est que ces vidéos ne relèvent pas du tout de pratiques isolées, ce ne sont pas du tout des pratiques marginales, au contraire, il s'agit vraiment d'une pratique courante et qui apparaît même comme institutionnalisée tellement elle est systématique. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un inventaire des actes de violence qui apparaissent dans ces vidéos, parce qu'ils sont extrêmement divers. Je vais juste essayer quand même de vous donner un peu une idée de ce qu'on peut voir dans ces vidéos. Alors la violence, elle peut s'exercer de manière collective ou individuelle dans beaucoup d'endroits, dans une salle de torture d'un centre de rétention, dans un bus pendant un transfert de détenus, dans un appartement privé ou à l'extérieur. Et les actes de violence, en fait, les gradations en fait, dans la violence sont très diverses. Donc, ça va de l'humiliation, par exemple, des hommes dénudés, rasés, insultés, moqués, au meurtre. Donc, les degrés et les cibles de la violence sont extrêmement variables. Par exemple, j'ai vu des vidéos où des détenus étaient sur leur lit d'hôpital, dans un hôpital, et étaient frappés. D'autres vidéos vont montrer des viols pratiqués aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Sur certaines vidéos aussi vont apparaître des techniques de torture spécifiques. Par exemple, un homme, les yeux bandés, les pieds et les mains liés aux extrémités d'une fourche suspendue sur les battants d'une porte. Sur une autre, j'ai vu 3 hommes coincés sous le pont d'une rivière, qui était à la limite de la noyade. Ou encore, j'ai vu un homme dont la peau était lacérée avec la pointe d'un couteau, et ensuite, les hommes appliquaient du sel en fait dans les blessures. Cette violence, elle ne s'abat pas seulement sur les vivants, elle s'exerce aussi contre les morts, avec des jeux, avec des cadavres ou des ossements. Dans une vidéo, il y a 2 soldats qui imitent une partie de football avec un crâne qui est désigné comme celui d'un terroriste. D'autres insultent des cadavres de combattants rebelles, les frappent ou dansent dessus. Donc voilà, désolé pour l'aspect un peu catalogue, mais il faut quand même bien saisir ce que c'est en fait que ces vidéos, parce qu'on parle évidemment beaucoup de la violence barbare de Daesh, voilà, très scénarisée, mais il y a une autre forme de violence aussi, tout aussi barbare, qui s'exerce de la part du régime contre sa propre population. Alors évidemment, cette cruauté, elle n'est pas gratuite, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose d'anarchique, mais elle relève d'une stratégie qui vise non seulement à déshumaniser ceux qui la subissent, mais aussi leur entourage, évidemment, parce qu'avec les chairs, ce sont les identités, les valeurs, les convictions et les croyances qui sont niées et qui sont profanées. Et comme l'a dit Garance, cette violence-là, elle s'exerce à une échelle beaucoup plus collective, à l'échelle de la société tout entière. Et la torture a toujours une visée collective, qui est rattachée à la communauté d'appartenance religieuse, sociale ou politique de la victime. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ce type de vidéo, il participe aussi pleinement au dispositif de la torture et à l'économie de la cruauté et de la terreur. Parce que l'image, le fait de filmer, c'est un outil de dépossession, c'est un outil d'avilissement et d'humiliation. Alors aussi, la vidéo, elle va, au moment où elle est faite, elle va conforter ceux qui filment dans leur impunité. J'ai vu des vidéos où les bourreaux retournaient la caméra sur eux-mêmes en mode selfie. Et ce registre amateur, justement, il renvoie à la proximité, à la banalité, et aussi, pour celui qui regarde ces vidéos, ça les rend d'autant plus, évidemment, insoutenables. Et la présence familière et complice de la caméra du téléphone portable incite très clairement à la surenchère et à l'automise en scène. Et filmer la torture, c'est assumer pleinement la violence, et c'est une manière aussi de s'en vanter. Et on peut très facilement imaginer que ces vidéos, elles sont visionnées entre soldats, ou elles sont montrées à des proches comme des trophées.
elles peuvent tout aussi bien être montrées à des supérieurs comme preuve justement d'une mission accomplie avec zèle. Pendant l'acte de violence, donc, la vidéo, elle contribue à conforter les bourreaux dans leur rôle. Et filmer procède de la logique même de l'acte de cruauté, dans le sens où c'est aussi une manière de s'approprier le corps de l'autre, de maximiser l'humiliation, justement en s'octroyant le droit aussi de montrer à d'autres ces images, de rejouer les scènes de supplice, et à chaque fois l'occasion de réaffirmer la toute-puissance du bourreau. Et pour la victime, évidemment, enfin pour le rescapé et pour l'entourage, c'est aussi une forme de mise à mort sociale et symbolique qui va prolonger l'indignité et qui aussi va la démultiplier dans le temps. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que voilà, je ne vous montrerai pas d'extrait de ces vidéos, parce que quelque part, ce serait participer aussi à prolonger le geste des bourreaux. Alors, ce qui est très perturbant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces vidéos sont encore en ligne. Et ce qui est encore plus perturbant, donc ça peut se comprendre puisqu'il y a encore beaucoup de chaînes d'activistes qui sont toujours actives. À un moment, elles ont été, certaines ont disparu, puis elles sont, voilà, il y a eu toute une campagne de pression sur YouTube pour qu'elles reviennent en ligne, puisque ce sont aussi des documents, donc c'est très important. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ces vidéos-là, elles ont souvent un grand nombre de vues, ce qui n'est pas toujours le cas des vidéos amateurs sur YouTube, et surtout, elles sont toujours actives. C'est-à-dire que des années après leur mise en ligne, elles sont toujours commentées jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à très… Voilà, il y a des vidéos que je suis allée voir tout à l'heure, en fait, qui ont été commentées il y a 1 mois, 2 mois, etc. Alors, certains vont exprimer leur indignation et leur colère face à ces images, mais on a beaucoup de commentaires, les plus récents, qui vont féliciter les tueurs. Alors, ces vidéos, elles sont importantes parce qu'elles documentent de l'intérieur l'ampleur et la diversité des violences du régime. Elles sont importantes aussi parce qu'elles constituent un matériau pour l'histoire, à condition de parvenir à en parler sans ajouter à la violence. Je pense aussi que la destination ultime de ces vidéos, c'est évidemment dans un tribunal. Mais c'est c'est extrêmement difficile en fait d'en faire des images preuves, parce que ce sont des vidéos qui sont disséminées sur la toile, qui a un énorme travail de collecte, d'archivage à faire autour de ces vidéos, et aussi de contextualisation, parce que il y a beaucoup de manques en fait dans ces images. Et ça suppose aussi que des témoins puissent contextualiser de manière précise pour identifier les victimes et les bourreaux. Donc, il y a tout un travail d'enquête, en fait, autour de ces images, pour qu'elles puissent aussi être compréhensibles, être visibles, et peut-être avoir une place dans l'enceinte judiciaire. Alors, je terminerai là-dessus pour dire juste un mot. Voilà, j'ai parlé de ces vidéos parce que voilà, ça permet de mettre en résonance aussi ces images avec les images de César sur la torture. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a énormément d'autres vidéos de témoignages faites par des activistes avec des rescapés ou des proches de victimes, qui constituent aussi des documents extrêmement précieux, non seulement sur les faits de violence, mais aussi, c'est très important, sur l'expérience de la violence par ceux qui la vivent, par les proches, et qui veulent laisser une trace, et qui veulent que leur mort ne soit pas mort pour rien, et où il y a tout un travail de résistance aussi à la sidération de la violence, parce que cette violence extrême, elle est faite pour acculer les gens au mutisme, alors que cette parole qui a lieu, qui est filmée au moment, en fait, ou peu après les faits de violence, c'est vraiment un acte de résistance fondamentale, et un acte aussi de réintroduire en fait du récit là où on veut, où il n'y aurait plus de possibilité de ce récit, parce que la violence est trop forte. Et donc ces vidéos aussi, elles sont extrêmement importantes dans cette bataille des récits qui est en train de s'ouvrir,
à un moment voilà, où il y a une sorte de volonté de normalisation en fait, du régime. Mais ces vidéos, encore une fois, il y a tout un travail il faut aller les chercher parce que ces vidéos, elles sont enfouies sous d'autres couches de vidéos, elles sont enfouies par d'autres récits. Et donc, il y a un travail encore énorme pour les faire émerger, non seulement à la surface de nos yeux, mais pour qu'on les écoute vraiment et qu'on en prenne vraiment la mesure. Voilà. Je vous remercie. Faro, tu dois en fait réactiver ton micro. Voilà, ça y est. C'est bon. Ça y est. Bon, merci beaucoup, Cécile. Et la parole est à vous. Vous posez des questions à Garance et Cécile. Et si vous avez des commentaires aussi, bien entendu, vous pouvez y aller. Qui va commencer? Aujourd'hui, on va changer un peu le mode. Donc, vous pouvez en fait réactiver votre micro et faites-moi signe. Et puis, je ferai par ordre d'arrivée, histoire de un peu donner plus de vivalité à notre rencontre virtuelle. Alors, il y a une question sur le droit à l'image. Pardon? On répond d'abord à la question qui est dans le chat. Ouais, vas-y, Cécile. Ok. Je sais pas, Garance, est-ce que tu veux commencer ou je commence? Le problème, c'est que je n'ai pas de réponse. je balance d'un côté comme de l'autre. Il y a eu d'ailleurs au départ dans le dossier César, il y a eu la question de savoir est-ce qu'on montre ou pas ces photos. De ce que j'ai compris, parce que tout n'est pas forcément compréhensible, Samy et César étaient contre, mais en même temps, il était important que les familles puissent retrouver leurs proches, puissent avoir un lieu pour chercher leurs proches. Donc, il y a eu ce site où il n'y a que le portrait des victimes. C'est vrai que c'est très compliqué de montrer ces gens-là dans une position indigne, mais comment, en même temps, il faut la montrer, cette horreur. En fait, je n'ai pas de réponse. Je bascule de l'un à l'autre. Je pense qu'il faut pouvoir les regarder. Après, tout dépend comment vous les regardez, tout dépend comment elles sont présentées, tout dépend dans quel cadre elles sont présentées. J'ai vu des expositions où c'était très digne. Et j'ai vu aussi des journalistes m'appeler pour me dire vous n'avez pas une photo là à me passer vite fait? Non, j'ai pas une photo à vous passer vite fait, quoi. Voilà. Donc je pense que tout dépend de comment on les regarde. Mais je peux comprendre aussi que des familles s'opposent à ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu la création de cette association des familles de César qui veulent montrer des photos de leurs proches vivants et pas des photos de leurs proches puisqu'elles ont retrouvé leurs proches dans le César, mais elles ne veulent pas montrer ces photos-là, elles veulent montrer des photos de leurs proches vivants. Et ça, c'est aussi extrêmement respectable et louable et il faut le faire, quoi. Donc, Cécile? Oui, Cécile? Oui, je pense que c'est une question très, très, très importante. Alors, moi, pour les vidéos de torture, il est hors de question que je montre, que je les montre. Quand j'en parle, j'ai écrit un article, j'ai montré une capture d'écran, très floue, mais je me refuse absolument en fait à relayer ces images. Par contre, il faut en parler. Donc, il y a tout un travail en fait de médiation par l'écriture, ça peut être par différents dispositifs. La Cour de justice est une médiation pour avoir accès à ces images, mais ça doit être vraiment dans un cercle très restreint. Moi, par exemple, la présence des photos de César dans une exposition me choque. Mais c'est quelque chose c'est mon rapport à ces images-là et voilà. Mais c'est une question qu'il faut débattre et il faut faire très attention et ça ne peut se faire
je veux dire, quand on a pu en concertation avec les familles, évidemment. Donc, moi, je travaille avec des images anonymes, donc je ne peux pas me donner le droit de montrer ces images. Je crois que Laïla voulait poser une question. Ouais. Laïla, si tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît. Voilà, vas-y, bon. Laïla. J'étais en train de l'écrire parce que je sentais que j'aurais du mal à prendre la parole tellement c'est, comment dire, c'est inconcevable, c'est inimaginable. Parce que j'ai vu les photos de César à Bruxelles lorsque Basma les a amenés pour les montrer au Parlement européen. Et j'ai trouvé que ce qu'a dit Garance est tellement vrai au Parlement. Et auprès de tous les officiels européens avec qui on a dû travailler pour avoir accès au Parlement. Et Garance a dit quelque chose de tellement intéressant sur, quelquefois, lorsque l'horreur, et Garance a bien dit que c'est le seul exemple au monde où on a photographié systématiquement, presque d'une manière nazie. Ça veut dire comme les nazis faisaient systématiquement les victimes des guerriers. Et donc, je pense que ce qui m'a un peu redonné du souffle pour pouvoir parler, c'est que ce que vous avez dit, Garance, sur le fait de comment ça a fini au tribunal en Allemagne. Et comment vous étiez-vous soulagé de les avoir déposés, d'avoir déposé un legs moral et politique et humain à la bonne adresse. Alors, je voudrais dire que, étant donné cette dimension qui a été occultée, parce qu'on a tellement parlé des décapitations de Daesh, des formes de violence, ce serait important, je ne sais pas si Souria Haria peut le faire, ou si vous pourriez faire un petit groupe de juristes qui vous aident. Il faut, puisque maintenant se remet en marche une forme de justice internationale, qu'elle soit à cause de la Cour pénale ou comment on appelle la Commission universelle, là, la compétence le fait qu'on peut universelle. faire la compétence universelle, je pense réellement, c'est très intéressant que ce soit l'Allemagne et on a quand même les procès de celui qui a déjà été condamné et celui qui va venir. Je pense que moi, contrairement à ces personnes qui parlent du droit à l'image, je trouve vraiment que c'est une responsabilité historique de dévoiler cette horreur-là. Et qu'un lieu comme un tribunal international où il y a déjà l'Allemagne, mais peut-être qu'on peut trouver dans d'autres pays d'autres tortionnaires qui pourraient être poursuivis, c'est historique pour le peuple syrien. On n'a pas vu ça. Nous, on est depuis 100 ans occupés par les Israéliens. On n'a jamais vu une telle horreur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre pathologique à analyser. Et je trouve que je suis très bouleversée par les deux interventions. Il y a les César que j'ai vus et toutes les vidéos que je n'ai pas vues, je n'ai jamais cherché à les voir. Je me disais que je ne pouvais pas les voir. Mais je pense réellement qu'étant donné le magnifique travail que Souria Hari a fait, avec des gens qui se sentent la responsabilité de faire quelque chose, il faudrait peut-être faire un petit groupe qui essaye de suivre. Moi, je pense, Cécile, que même les vidéos devraient être vues pour que la vérité historique soit rétablie et pour que ces morts aient un jour un nom, une existence dans cette terrible et courageuse lutte de ce peuple. Vraiment. Merci. Merci. Merci, Laïla. D'autres interventions? Je crois qu'Ammar a posé une question à Ammar Abdrabou. Ammar, tu veux la poser oralement? Non, je réagissais juste à la question du droit à l'image. Dans mes souvenirs, je me trompe peut-être, mais je pense que Garance et Cécile ont peut-être une réponse, mais je ne me souviens pas que dans le cas, par exemple, des Khmers rouges, enfin des images assez terribles qu'on ait vues des camps, ou même si on remonte plus loin, en faisant un point Goodwin, les camps de concentration des nazis, on montre l'horreur avant tout et la question du droit à l'image qui est tout à fait respectable. Je suis photographe et je sais absolument de quoi je parle. Je pense qu'elle s'efface ici devant le droit à l'information et devant un droit de justice dont parle Leila Chaïd
et sur lequel je pense qu'on est tous d'accord. Il y a quand même eu des débats sur la manière justement de montrer cette horreur, notamment au cinéma. Voilà, avec où est l'indécence, etc. Et aujourd'hui, peut-être la question, elle se pose en d'autres termes avec la démultiplication des moyens de faire des images, leur circulation, leur accessibilité sur Internet. Je pense que aussi on doit repenser cette question du droit à l'image à l'aune de ce nouveau contexte technologique qui rend plus facile une appropriation en fait de ces images. Michel. Oui, bonjour. A été abordé le problème de la compétence universelle, je crois. On a vraiment un problème en France, puisque avec les verrous dans la législation française sont quand même beaucoup plus difficiles que la législation en Allemagne. C'est pour ça qu'il y a eu des choses qui ont avancé. C'est quand même, il faudrait quand même intervenir en France pour faire sauter un certain nombre de verrous, en particulier le problème de la présence sur le territoire français qui limite vraiment la compétence universelle. Et bon, moi je regrette, là il va y avoir une nouvelle loi de justice là, qui est en préparation, qui va passer au Conseil des ministres, mais on n'a pas le temps de travailler là-dessus pour les quelques jours qui viennent. Mais effectivement, si on veut que l'impunité ne marche pas, il faut travailler sur la compétence universelle. Moi, on a quand même des signalements, on nous dit aujourd'hui qu'il y a quand même des pro-Bachar qui arrivent comme réfugiés, hein, bien sûr, ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas dire j'étais pro-Bachar, etc. Ils ont plutôt tendance à se planquer. Voilà, donc il y a un travail à faire, mais pour ce travail, il faut aussi des outils. Je crois que notre ami Abdelhai est avec nous, juriste. Qu'est-ce qu'il pense de l'aspect juridique qui a été posé? Abdelhai, tu m'entends? Non. Ah, en fait, c'est Abdelhai qui a posé les questions. Hein. Ah, au début. Donc, peut-être, Abdelhai, si tu peux en fait nous éclairer, parce que je pense que la question, elle est quand même, on n'a pas toute l'interprétation de ce que tu voulais dire. Peut-être activer le micro ou réactiver le micro. Ah non, je peux on reviendra à ça. On reviendra à ça. Oui. Moi, j'ai une question, c'est à Cécile. Bon, pendant de longues années avant la Révolution, il y a des horreurs qui ont été commises en Syrie, dans les prisons, et il y a le grand massacre, le massacre de Hama, mais aussi des massacres à Alep, Hayy Mashara et d'autres, etc. Et on n'avait pas d'image vraiment de tout cela, ou très, très peu d'images. Bon. Et je sais que vous avez travaillé sur ça aussi. Et c'est important aussi pour la mémoire syrienne, bon, de revenir aussi à la période qui a précédé la Révolution, notamment dans les années 80, la décennie la plus terrible. Et je crois que vous avez travaillé sur ça aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Déjà, l'acte, avec la Révolution, l'acte de filmer, c'est vraiment aussi une manière de dire on veut plus revivre ce huis clos, en fait. On veut plus mourir. Alors déjà, il y avait une croyance dans le fait que l'image pouvait freiner la répression au départ. Ça n'a pas été le cas. L'image, au contraire, elle a intensifié la violence du régime. Mais il y a aussi un phénomène très intéressant, c'est-à-dire que des jeunes qui n'avaient pas forcément parlé avec leurs parents de ce qui s'était passé dans les années 80, sont allés chercher en fait des témoins. Il y a eu toute une résurgence en fait de la mémoire de Hama qui a émergé aussi avec la Révolution.
avec des films, mais aussi avec des petits entretiens avec des survivants. Et donc, ce dialogue intergénérationnel et cette volonté de se ressaisir aussi de l'histoire, de cette histoire traumatique et de briser vraiment le mutisme, en fait, qu'il y avait autour de ce tabou et qui était, comme l'a montré Salwa Ismail, un mode de gouvernance, en fait, aussi. Et donc, ça, c'est l'une des… en tout cas, entre 2011 et 2013, c'est vraiment aussi, c'est l'une des forces de la Révolution, c'est d'avoir cette réappropriation de cette histoire et de cette, de cette libération de la parole sur cet événement-là qui a été tellement, tellement fondateur et tellement traumatique et qui en dit tellement long sur la barbarie du régime. Hala qui veut parler, Hala Qudmani. Active ton Voilà, micro. voilà, c'est bon, c'est bon. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur, après, finalement, il y a eu quand même ce qu'on appelle aujourd'hui le César Act qui a mobilisé. Mais est-ce que si ces images n'avaient pas été vues justement par le Congrès américain, ce César Act qui aujourd'hui remue beaucoup de choses parce que les gens du régime font campagne en prétendant que toutes les sanctions sont contre la population. Est-ce que ça a provoqué une réaction justement? Alors, quand on était dans une première période de déni, on ne voulait pas savoir, on ne voulait pas voir. Et après, on a tellement bien vu qu'il y a eu des conséquences qui se sont appelées César Act. En fait, le César Act vient parce que César est beaucoup allé aux États-Unis, effectivement. Il a fait beaucoup de voyages là-bas et il a rencontré pas mal de politiques américains. Et c'est pour ça qu'il y a eu le César Act. C'est vrai que sans ces photos, sans la vision, moi je pense qu'effectivement, il fallait montrer ces photos. Et même si ça a été très long pour les c'est pas les ingérer, mais pour les ressentir, pour les comprendre, pour les accepter, pour les voir tout simplement. Mais sans ces photos, sans le fait de montrer ces photos, il n'y aurait pas eu de César Act. Et c'est vraiment toute une équipe, notamment d'activistes autour de César, qui a permis l'établissement de ce César Act. Sans ça, il y a vraiment un groupe d'activistes syro-américains à Washington qui pousse à ça, qui a poussé à ça. Ouais. Après, on peut discuter des conséquences ou pas, de l'opportunité ou pas de ce César Act, mais sans avoir montré ces photos et sans les nombreuses visites de César aux États-Unis, il n'y aurait pas eu ce César Act. Ouais. Je vois Abdelhai Sayed qui est de retour. Ah, c'est bon. Oui, je m'excuse. Je n'avais pas, je ne pouvais pas donc avoir accès facilement au microphone. Je voulais juste poser la question du droit à l'image parce que je sais qu'il est posé. Je sais que les deux intervenantes, les excellentes intervenantes, l'ont en tête. Et je pose cette question parce qu'il a été suscité, comme vous le savez très bien, suite justement aux images de vidéos de torture et des photos César, dans le cas syrien en particulier. Et nous nous rappelons que la position que des collectifs comme Abu Nadar ou Bidayat ont fait. Il y a aussi tout un dossier qui avait été publié dans Al-Jumhuriya qui pose la question du droit à l'image. Et je reconnais, étant juriste, que vraiment, nous, Syriens, juristes, avons failli un peu dans cette question. Nous n'avons pas pu, dirais-je, trouver une certaine éthique de responsabilité, passez-moi l'expression, une certaine manière
de définir les bons usages, si vous voulez, de ces photos et du droit à l'image des victimes, leurs proches. Ce qu'on voit malheureusement, c'est que ces photos sont finalement facilement accessibles et nous n'avons pas pu, nous, juristes, avec donc ceux qui travaillent dans la documentation, ceux qui travaillent sur le cinéma, définir donc des règles d'éthique, si je puis me permettre l'expression en la matière. Voilà. Mais justement, c'est ce que disait Cécile sur sa réticence ou même son opposition ferme de montrer des images. Et que dans ses articles, elle a reproduit une image ou deux, peut-être plus, pour ne pas justement montrer les visages des victimes, des torturés et des suppliciés. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Après, tout dépend du contexte. Je veux dire, dans une enceinte judiciaire, ces images, elles doivent même être montrées. Tout dépend, voilà, comment, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on les utilise. Le danger, c'est les images spectacles, évidemment. C'est le spectacle de l'horreur, où là, vraiment, c'est absolument inacceptable. Mais je ne dis pas qu'on doit pas montrer ces images. Au contraire, il faut en parler. On peut, je veux dire, il y a plein de manières de les faire émerger sans forcément participer au spectacle de l'horreur. Et donc, voilà, moi, je suis dans le champ de la recherche, en tout cas, c'est voilà, la ligne que je me suis donnée. Mais ensuite, voilà, je comprends aussi que texte où, par exemple, sur le terrain, on veut dénoncer des exactions, à chaud, on ne pense pas forcément à cette question du droit à l'image. On est dans une démarche militante, dans l'urgence, et c'est très difficile, en fait, d'imposer des normes, par exemple, je pense à des activistes sur le terrain. Oui. Autre intervention? Juste pour rajouter, je trouve que nous-mêmes occidentaux, journalistes occidentaux, on participe de cette déshumanisation aussi. Parce que, alors, tout dépend comment on montre ces images, mais on est tellement, les médias travaillent tellement sous la pression, sous le rush, etc. On est capable on ne les voit pas, ces images, dans le sens où c'est pas ce que je disais tout à l'heure, on ne les voit pas, elles sont invisibles et on doit prendre le temps de les voir. C'est juste, on n'en a rien à faire, quoi. Et on les prend et on les balance ou pas. Enfin, et ça, c'est un vrai problème de recul de notre métier aujourd'hui, quoi, hein, d'utiliser ces images sans se poser de questions et aussi parce qu'on pense que les Syriens ne sont pas nous, ce sont les autres. Donc, alors qu'ils sont nous, enfin, je veux dire, on fait partie du même monde, quoi. Mais on participe de cette déshumanisation. Et ça a été la même chose avec quand on parlait de cohortes de réfugiés, quoi. Les réfugiés n'étaient plus des personnes, c'était des cohortes, quoi. C'était voilà. Il y a une question, l'intervention de la part de Marc. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour les interventions et les discussions et les témoignages. En tout cas, merci pour les conférences. J'ai comptabilisé tout à l'heure, il y a eu 65 séances du tribunal à Coblence, dont 5 étaient consacrées à César. Parmi les 5 qui étaient consacrées à César, il y a eu 2 conférences, 2 séances du tribunal, dont le professeur Marcus Rothschild a présenté son rapport de médecin légiste sur le rapport César. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, dans les rapports journalistiques des journalistes syriens, parce qu'il n'y a pas eu malheureusement une couverture médiatique très importante sur ce qui se passait, sur ce qui se passe à Coblence parmi les journaux et les médias à l'étranger. Il a présenté pratiquement plus que 200 diapos en 3 parties sur l'analyse du rapport César.
Est-ce que, Garance, tu as pu voir ces diaporamas et est-ce qu'il y a possibilité d'avoir accès à ces diaporamas pour avoir les détails de ce qu'il a expliqué? Parce que malgré tout, les rapports journalistiques ne sont pas forcément très exhaustifs. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'ai pas vu, j'étais pas là le jour où il a décrit ses analyses. Tu as le rapport du GIAC. Tu sais, ils font des rapports des témoignages. Ce que je trouve très intéressant dans les analyses de Marcus Rothschild, c'est qu'en fait, ce qu'on lui avait demandé, c'est de faire une analyse par photo, ensuite par branche, et ensuite le total du dossier César. Donc, il a essayé de dire de quoi étaient mortes ces personnes, et dans la plupart des cas, ils ne le savent pas, et il n'y a pas de cause évidente de la mort, et ça c'est aussi très intéressant, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais ça peut être un mélange de choses. Il a pu, c'est ce que je disais, il y a 3/4 des personnes qui sont nues ou en sous-vêtements. La moitié, on voit qu'il y a une violence, en tout cas des coups ou des outils contendants, et un tiers montre des signes de famine. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de dire qu'en fait, il a trouvé plus de similitudes entre les personnes que de différences. Et c'est ce qui lui a permis aussi de dire qu'on est sur un système. Et on est, en fait, l'utilisation de la violence semble la même d'une branche à une autre, même s'il y a des moments où c'est plus... Par exemple, il y a toute une série de personnes à qui on a enlevé les yeux visiblement post-mortem, mais il a pu du coup analyser un peu le fonctionnement du régime. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ce qu'il a fait aussi, ce qui est... auquel moi je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'en fait, il a pris les rapports des témoins qui ont témoigné auprès de la police fédérale, et en prenant les rapports en prenant le témoignage de ces victimes, il a essayé de voir si c'était comment dire, si on pouvait... Ça correspondait, voilà, aux images. Et dans la plupart des cas, ça correspond, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a validé, en fait, quelque part les témoins. On se trouve, c'est pour ça que moi, le procès de Koblenz, enfin, peut-être que je suis trop naïve ou encore trop gamine, mais je trouve que c'est un travail de dingue, quoi. Ils ont fait, enfin, les Allemands, je suis vraiment très admirative de leur travail, parce qu'à Koblenz, en tout cas, on a vraiment une mosaïque de témoignages, de preuves, de documents qui fait que on a vraiment le fonctionnement du régime. À partir du moment où vous êtes arrêté d'une manière arbitraire, vous êtes torturé, vous rééchappez ou pas, ou vous mourrez. Et il y a même eu ce témoignage absolument hallucinant d'un fossoyeur qui a raconté comment les gens étaient enterrés, et comment, moi, la première fois que j'ai entendu ça, qu'en fait, à Mézé, en fait, ils enterrent à Mézé même, quoi, alors que les autres branches enterrent dans des fosses communes autour de Damas. Mais du coup, sur le fonctionnement des centres de détention, le procès de Koblenz, il y a tout, en fait. Il y a vraiment... c'est comme un puzzle, comme une mosaïque, quoi, où on a collé tout ensemble, quoi. Et je trouve ça, oui, assez fascinant. Et cette possibilité de témoigner, on en parlait avec Cécile avant de préparer, enfin, quand on a préparé un peu la séquence d'aujourd'hui. Elle aussi, elle a quelqu'un qu'elle connaît qui est allé témoigner et qui s'est trouvé, ça lui a fait beaucoup de bien. Peut-être que tu peux raconter en 2-3 mots, Cécile, enfin, sans donner de détails, mais je trouve ça vraiment, je pense que c'est même si c'est un tout petit peu, mais c'est important pour les Syriens. Je suis d'accord. Oui, c'est le début de la fin de cette impunité qui, voilà, même si ça paraît dérisoire, pour l'instant, les peines sont très limitées, mais c'est vrai que voilà, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle était absolument terrorisée avant de se retrouver dans la même pièce que son bourreau, mais qu'après, elle a eu un poids de 100 tonnes qui lui a été enlevé de la poitrine, et elle peut... Enfin, c'est vraiment... C'est quelque chose, quoi, c'est pas rien.
Merci. Merci. Qui a d'autres questions? Alors, comment on fait pour activer le… Vous y êtes déjà. Hein. Enfin, si... Ça y est, on vous entend, Catherine. Merci Farouk. Je vous dis bonsoir ainsi qu'à Alain, voilà, Marc que je n'avais pas vu depuis longtemps, etc., Rabi, etc. Alors, je vais faire une remarque d'un tout autre ordre. Et alors, je connaissais assez bien, j'avais bien suivi le travail de Garance et César, mais alors, ce qui m'intéresse plus, c'est ce travail que fait Cécile sur ces vidéos. J'avais d'ailleurs eu l'occasion au tout début de l'État islamique de voir 2-3 vidéos de gamins issus des banlieues françaises. Moi, j'habite une banlieue, qui jouaient, tenez-vous bien, au football avec la tête d'une personne qui venait de décapiter. Et alors, je ne me souviens plus du tout du contexte, mais je ne regardais pas n'importe quelle chaîne. Catherine, on ne vous entend plus. Catherine. Le temps que Catherine revienne, une réflexion de ma part, comme j'ai beaucoup aimé en fait ta phrase, Cécile, concernant le début de la fin de l'impunité. Comment peut-on, en tant qu'association sur Yaoria, bien sûr, il y a Michel aussi de Revivre, il y a plein d'associations syriennes et franco-syriennes, comment peut-on en fait renforcer et donner un pouce à ce début? Est-ce qu'on peut changer notre mode de fonction? Parce que c'est vrai que tu dis, Garance, qu'il y a un puzzle, des pièces de puzzle qui se sont rassemblées magnifiquement par les Allemands. On ne va pas parler de la justice française, parce qu'il y a même des victimes français qui ont perdu la vie sous la torture et où la France n'a pu rien faire, jusqu'à maintenant. Et nous, comment peut-on en fait renforcer notre travail et peut-être, je ne sais pas, participer, comme tu dis, avec un poil dans ce sens-là? C'est de vous rapprocher d'associations. En France, c'est l'AFIDH qui fait du travail, SCM de Mazen Darwish. Il y a Open Society aussi. En fait, c'est de vous rapprocher des associations qui portent plainte, c'est d'apporter des témoignages, quoi. Je pense que c'est ce qu'il y a puisque vous n'êtes pas une association juridique, il y a un processus juridique à suivre pour pouvoir porter plainte. En France, moi, je n'ai toujours pas compris, mais je ne désespère pas, je n'ai toujours pas compris comment SCM notamment a pu déposer cette plainte contre les attaques chimiques de la Ruta en France. Bon, peut-être que maintenant il y a la compétence extraterritoriale, je pensais que c'était la compétence universelle et pour moi il ne pouvait pas dans ce cadre-là déposer plainte puisque c'est le parquet qui doit se saisir lui-même de plaintes, donc j'ai pas… Mais en France, c'est vrai que Michel en a parlé, il y a des verrous, il y a des verrous politiques. Oui, Garance, il me semble que la plainte sur les attaques chimiques, c'est parce qu'il y a eu une victime franco-syrienne. Mais même quand tu as une victime franco-syrienne, pour moi, c'est le parquet qui doit se saisir. Mais bon, voilà, c'est les subtilités. Ouais. Je me dis que c'est pas. Pour moi, c'est le parquet. Ça fait partie des verrous pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. C'est le parquet qui se saisit. Mais bon, ils ont forcément trouvé une brèche. Je pense qu'une victime franco-syrienne ne suffit pas. Mais bon, peut-être que je me trompe. Je dois me tromper parce qu'il y a forcément une raison. Mais à l'avenir, je pense qu'il faut je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces témoignages, quoi. C'est d'avoir, c'est peut-être vous rapprocher d'associations qui travaillent sur cette collecte, pour voir si parmi l'association, parmi les gens que vous connaissez, il y a des témoignages qui peuvent rentrer dans ces procédures-là.
Ça peut être aussi avec les Allemands, ici c'est Hatchar, quoi. Différentes. Vous voyez, ce que je vois aussi, c'est dire la haute hiérarchie militaire, les hommes politiques ont soi-disant les mains propres. Vous voyez, c'est parce que Bachar, Poutine, etc. Alors, on va parler de politique français. Vous voyez tout de suite qui je veux dire, qui avaient leurs entrées aussi à Damas et qui félicitaient. Voilà. Moi, je suis. Alors, ça a toujours fonctionné comme ça, où le haut de la hiérarchie est à l'abri. Dans un premier temps, puisqu'en Allemagne, on a fini par taper sur les responsables, mais justement pour faire remonter vers les responsables politiques, si on peut parler de politique en Syrie. Hein. Non, mais là, on le sait, Bachar al-Assad n'a pas les mains propres puisqu'on a les documents. Il y a la CIJA, la Commission internationale, je crois, pour la justice et la responsabilité, qui a, grâce aux Syriens, parce qu'on a tendance à l'oublier, tout ça se fait grâce aux Syriens au départ, même si ce sont des ONG internationales qui ensuite rassemblent tout ça pour porter les procédures judiciaires. Mais ils ont récupéré l'équivalent de 900 000 pages de documents du régime. Parmi ces 900 000 pages, un certain nombre de ces pages sont extrêmement utiles et montrent, il y a des signatures de Bachar al-Assad, notamment, on sait que la cellule centrale de gestion de crise qui avait été créée au début de la révolution pour justement gérer la répression, ils ont des documents. Là, l'impunité de Bachar al-Assad, elle ne tient que parce qu'il est président. Et parce qu'il n'y a pas de CPI possible aujourd'hui. Mais dans le jugement du verdict contre Eyad el-Ghalib à Koblenz en février, le nom de Bachar al-Assad a été prononcé, je ne me souviens plus combien de fois, mais plusieurs fois. On sait qu'il n'a pas les mains propres et les documents sont présents pour montrer. Donc ça, maintenant, c'est effectivement une question politique, parce que tant qu'on ne pourra pas saisir la Cour pénale internationale, Bachar al-Assad aura son impunité. Marc, tu voulais dire quelque chose? Bravo pour le travail fait par toutes deux. Marc, tu as parlé de l'intervention au Parlement européen. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu récemment le vote du Parlement européen sur une résolution contre l'impunité. Et je pense que cette résolution est très importante. Et je pense aussi qu'on peut appuyer là-dessus en tant qu'association, plusieurs associations syriennes et françaises, pour aller porter la voix au niveau des parlementaires européens pour appuyer cette résolution. Je crois que cette résolution est importante et il faut l'étudier, la lire de façon attentive pour qu'on puisse aller plus loin sur le sujet. Merci. Bon, on a presque terminé, mais je voudrais poser une dernière question à Cécile. Je sais que vous allez publier ce livre le mois prochain. Qu'est-ce qu'il ajoute? Quel est le contenu de votre nouveau livre, le livre que vous avez co-dirigé? Qu'est-ce qu'il ajoute à vos travaux précédents? Alors, en fait, donc c'est un ouvrage collectif qui étudie les usages de la vidéo depuis le premier jour de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, et en fait, qui essaye de voir, en fait, alors la première partie, elle est consacrée vraiment à la révolte, comment la vidéo a participé, en fait, à la Révolution, comment elle a ouvert des nouveaux espaces de protestation, des nouveaux modes de protestation, notamment les femmes qui s'en saisissent pour faire des sit-ins à domicile. Voilà, il y a aussi, l'ouvrage commence avec des entretiens avec des activistes à Homs, à Kfar Soussé, voir comment ces jeunes qui n'avaient aucune expérience de l'image, tout d'un coup, vont filmer les manifestations dans leur quartier, ou vont se mettre à former d'autres gens à l'image, etc. Donc, c'est essayer d'avoir une idée de tous les usages, de toutes ces pratiques, de comment la vidéo en fait a accompagné, elle a accompagné la révolte, elle a accompagné l'expérience de la révolte et aussi de la violence, de la répression, et comment elle a accompagné aussi la militarisation,
la lutte armée. Donc, on essaye vraiment d'avoir une vision un petit peu diachronique comme ça, en tout cas pour la première partie. Ensuite, la deuxième partie, elle est consacrée à l'internationalisation du conflit et avec tous ces acteurs en fait non syriens qui débarquent sur la scène du conflit. Avec le Hezbollah, quand ils arrivent en Syrie, qu'est-ce que nous disent les vidéos aussi de la position de Nasrallah, qui au début ne veut pas du tout reconnaître la présence en Syrie, etc. Comment ça se traduit dans les vidéos amateurs des soldats du Hezbollah. On parle aussi beaucoup des soldats iraniens et des milices Fatemiyoun, puisque Agnès de Victor a travaillé sur le sujet. Donc là, c'est pareil, qu'est-ce que chaque combattant, chaque groupe projette en Syrie ? Parce qu'évidemment, ils viennent faire la guerre et ils ont d'autres récits en tête aussi, d'autres justifications. Évidemment, je parle des vidéos de Daesh, un autre article sur Jabhat al-Nusra, et de voir, en fait, l'idée, c'est de voir comment ces vidéos parfois se répondent et comment il y a une concurrence aussi entre ces groupes armés et comment cette concurrence, elle s'exprime aussi par la vidéo. Et on termine aussi l'ouvrage sur la question de l'archive et de la mémoire. Voilà, c'est vraiment une petite conclusion, mais c'est un chantier énorme qui reste encore à explorer. Merci beaucoup. Il y a une question sur l'enregistrement de cette séance. Je crois que ça va être fait. Rabia nous en a parlé au début. Et ce sera sur le site, je crois, de ça serait sur le site, Facebook, n'est-ce pas ? Oui, ça serait sur le site web, mais il faut que je trouve une solution viable pour cacher les noms. Comme je dis, en parlant des droits d'image, mais il faut que je trouve cette solution et le temps. Je ne suis pas expert en montage de vidéos, mais voilà, j'y travaille sur toutes les séances Zoom que nous avons faites. Avant la fin, donc, je vous ai en fait mis le lien pour le concert de groupe Al-Akharin avec Naïsam et Osloub qui va commencer à 19h, organisé par l'association Revivre et Amnesty. Donc, vous avez un lien YouTube pour regarder ça en direct. Donc, prenez place à partir de 19h. Merci à toutes et tu l'as mis où, Rabia, tu l'as mis où? En fait, dans le menu de chat. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça, je ne sais pas comment rentrer là-dedans. Je ne suis pas calée. Conversation, voilà. Merci, Garance. Sinon, en fait, il est publié sur le site web de Surya Haria également. Vous avez le lien. OK, donc pas de problème. Merci beaucoup. Donc voilà, il ne me reste qu'à remercier. Faro, le mot de la fin, c'est à toi. Merci Garance, merci Cécile. Merci. Donc, sachant que nous retrouvons la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure. Et dimanche prochain à 17h, aussi par Zoom, à propos du dernier livre donc, de Justine Augier, paru aux éditions Actes Sud, par une espèce de miracle. Il n'a pas paru par espèce de miracle, mais enfin le livre s'intitule Par une espèce de miracle, et un livre très, très intéressant. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Et bon concert. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, c'était excellent. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, à dimanche. Au revoir.